Bonjour messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons un cycle de 2 séances autour du thème de la laïcité. Donc, on va voir, ça va peut-être donner lieu à des débats animés, hein, plus animés qu'à l'accoutumée dans notre cercle. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Michel, donc qui anime le réseau social laïque et qui va donc nous présenter ce thème, ce que c'est que la laïcité, hein, voilà, en- en quelques, en quelques dizaines de minutes. Et la prochaine séance sera sur un thème un peu autour, mais un petit peu différent, un autre angle, efficacité de la laïcité, aujourd'hui, hein, dans le cadre de l'existant spirituel. Donc, Michel, je te laisse la parole pour une présentation, puis après nous en débattrons ensemble, bien entendu, Pas, comme à l'accoutumée. pas de souci. Je vais vous dire un petit peu, avant de commencer la thématique, qu'est-ce que c'est que le réseau social laïque, hein, que vous ne soyez pas surpris. Donc, effectivement, le réseau social laïque est une émanation de la France insoumise. Et nous sommes partis de la France insoumise à la suite de la manifestation de novembre 2019, dont le, dont l'appel a été signé par Jean-Luc Mélenchon et qui remettait en cause la loi de 2004 justement sur la laïcité à l'école. Alors, ce thème de la laïcité, ce que je vous propose, c'est de l'aborder par des, grands, des grandes séquences. Le premier, c'est de rappeler l'étymologie de la notion même de laïcité, parce que je pense que c'est très important. Ensuite, on passera très rapidement à la loi de 1905, à la loi de 2004, et aux éléments actuels du débat de la question de la laïcité, et par exemple vis-à-vis d'autres religions, telles que l'islamisme. Telles que alors, reprenons, L'islam. telle que la L'islam. religion musulmane, et le fait qu'à un L'islam. moment donné, il L'islam. y ait une confusion à l'heure actuelle entre la religion musulmane et l'islamisme. Voilà. L'islam, pardon. Voilà. L'islam. Donc ça sera beaucoup mieux. Mais là, comme je veux aller assez vite, des fois, Mais bon, le problème de ce thème, c'est qu'il faut justement pas aller vite pour Prends être ton bien temps, précis. prends ton temps et Voilà. pas. Donc effectivement, l'étymologie du mot laïcité. Alors il y a deux sources qu'il ne faut pas mélanger parce que ces deux sources ne renvoient pas à la même histoire politique. La première source de la laïcité est le mot laïque avec un C qui date des environs du XIIIe siècle, qui est une émanation de la religion catholique qui vise à distinguer euh, le clergé du peuple. Le peuple est avec une racine latine, laos. Voilà. Donc en fait, ça c'est la première source du mot laïcité. Ensuite, il y a un deuxième aspect de la laïcité qu'il ne faut surtout pas mélanger avec le premier, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le mot laïque QUE, qui lui n'est absolument pas une émanation religieuse, mais est une émanation de la construction de la République et en particulier des premiers éléments attachés à la construction de l'être suprême en 1789, qui est encore en quelque sorte un idéal républicain qui, comme Rousseau l'avait admis, puisque la religion, à un moment donné, c'est fort utile, même si on n'y croit pas, eh bien, fondamentalement, avait instauré une sorte de religion civile afin d'éviter que le peuple majoritairement catholique et encadré par le clergé catholique ne se retrouve sans religion. À l'époque, en particulier à 1793, vous avez eu l'apparition d'un calendrier laïque avec ces fameux mois, pardon, prairial, brumaire, etc., qui renvoyaient au printemps. Donc, le mot laïque QUE a ses racines dans cet aspect de la République qui renvoie à la déchristianisation, c'est-à-dire à la déconfessionnalisation
de la société. Puisque avant, la royauté, c'était d'abord une royauté où la religion d'État était la religion catholique. Et c'est à partir de cet aspect qu'il faut juger de la déchristianisation euh, de la tentative plutôt de déchristianisation de la République française. Je vous rappelle que à l'époque, ces débats, en particulier sur la liberté de croire ou de ne pas croire, voire la liberté de conscience, étaient majoritairement d'abord des débats d'aristocrates, soyons clairs, ce n'étaient pas des débats populaires, et effectivement avaient, au travers de la philosophie des Lumières, encadré un certain nombre de députés, encadré idéologiquement un certain nombre de députés des conventions qui ont instauré eh bien, tenter d'instaurer une religion civile, tout en, je le rappelle, d'une part, inscrivant les curés dans une sorte de concordat, un premier concordat, puisque les curés devaient à un moment donné signer une sorte d'accord pour, comment dire que les lois des droits de l'homme étaient supérieurs aux lois de Dieu en ce qui concerne l'aspect temporel. Hein. Et le deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qu'on sait moins, c'est que à la base, ces curés devaient être payés, ce qui sera remis en question par la suite. Bon. Une des révoltes de Vendée vient du fait qu'un certain nombre de curés n'ont pas voulu signer cet accord et ont provoqué la célèbre révolte des Chouans, sur laquelle s'est articulée l'aristocratie pour tenter de faire revenir la royauté. Non, ce qui, dans le contexte d'alors, je le rappelle, les coalisés voulaient, envahir la République française naissante, eh bien, a provoqué une répression sauvage en Vendée. D'accord. Mais il faut quand même rappeler, pour l'état historique réel, c'est que la Vendée agissait comme une sorte d'ennemi intérieur vis-à-vis des coalisés. Ça, c'est aussi la réalité. Donc, donc effectivement, la laïcité QUE trouve ses sources principalement dans la République, même si on peut noter que dans la royauté, hein, par exemple en 1787, avec l'apparition du mariage civil, eh bien, il y avait quand même des prémices de cette laïcité QUE, qui aura des éléments extrêmement concrets, puisqu'effectivement, ce sera, par exemple, outre le mariage civil, la mise en place de la possibilité dans les cortèges mortuaires de ne pas passer par les églises, la mise en place d'un état civil et non pas d'un recueil des croyants par chapelle, hein, donc effectivement, et par commune de l'époque, puisque je le rappelle, l'état civil avant la République était géré principalement par les paroisses. Donc, cette déchristianisation, en quelque sorte, est profondément attachée à la République, et le concordat napoléonien reviendra sur ces éléments par la suite avec une affaire plus ou moins compliquée où, à un moment donné, quand même, Bonaparte séquestre le pape pour qu'il l'élise empereur. Donc, effectivement, les relations étaient assez compliquées. Donc, à la base, la laïcité QUE vise à déconfessionnaliser la société, concrètement la société. Cette déconfessionnalisation se manifeste par des actes très concrets dans la vie quotidienne, en particulier sur la mise en place d'une administration en dehors des clergés. Et d'ailleurs, cela provoquera aussi des débats assez importants dans l'école, puisqu'effectivement apparaît à ce moment-là l'école publique. Deuxième point, sur les hospices, c'est qu'effectivement, à partir de cette vision, eh bien, la question de l'assistance publique eh bien, se pose et on verra ces développements au XIXe siècle.
Donc en fait, puisque là, j'ai quelques dizaines de minutes, je ne vais pas passer mon temps à vous décrire par le menu tous les éléments historiques des combats laïques et des affrontements. Une loi aujourd'hui est fortement mise en avant, c'est la loi de 1905. Voilà. La loi de 1905, à un moment, elle arrive dans une ambiance, l'ambiance républicaine. Donc effectivement, je rappelle, 1870, Napoléon III est vaincu. C'est ce qui fera que nous avons d'une part la Commune et d'autre part la réapparition de la Troisième République, hein, la deuxième ayant vécu quelques mois à la suite de la Révolution de 1848 et du plébiscite de Napoléon III. Donc effectivement, les débats sont toujours aussi vifs entre les catholiques et les laïcards, hein, puisque ce nom vient d'un qualificatif d'un Dreyfusard, dont j'ai perdu le nom, mais qui était très célèbre. Mais ça va me revenir lors de la conversation, où grosso modo, la laïcité est fortement combattue par le clergé religieux et les associés du clergé religieux. Il est important de bien comprendre la différence entre religion et clergé. Ça, c'est très important. Aucun laïc QUE n'est contre une religion. Par contre, la laïc QUE est forcément anticlérical. Et ça, c'est une chose fondamentalement différente. Le cléricalisme vise à utiliser la religion comme une arme politique et parfois à l'utiliser contre la liberté de penser des gens. Et la laïcité, elle vise d'abord à construire la liberté de penser. C'est-à-dire au travers de la liberté de conscience, c'est-à-dire la construction de la liberté de conscience, on construit donc la liberté de croire ou de ne pas croire, mais pas seulement. On construit une pensée qui vise à dire, eh bien moi je suis contre ce dogmatisme parce que je l'ai choisi. Elle vise à donner la liberté de choix. Moi je ne vais pas juger de quelqu'un qui va dire, bah moi je suis un intégriste chrétien ou musulman, tant qu'il respecte les lois de la République, c'est son problème. Par contre, s'il tente de me l'imposer, là ça va être compliqué. Voilà. Donc en fait, il faut bien distinguer cette notion d'anticléricalisme et d'anti-religieux. Ça, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je m'en fous carrément que les gens aiment prier devant leur totem. J'en ai rien à foutre. Le problème, c'est si à un moment donné, ils m'obligent à aller prier devant le totem. Je vais donner un exemple. En Corée du Nord, on vous oblige à aller vous incliner devant le grand chef. Eh bien, la Corée du Nord, je suis désolé de vous le dire, n'est pas laïque. Voilà. Par exemple, en URSS, on vous obligeait à faire des courbatures devant le petit chef. Bah oui, mais l'URSS n'a jamais été laïque. Elle a toujours été athée. D'ailleurs, ça a été une vraie différence entre les laïcs et les athées. Les athées ne croient pas en Dieu, tandis que les laïcs disent, bon, c'est votre problème et c'est pas le mien. Voilà, donc cette différence, en fait, elle est dans l'étymologie même hein, de ce que je vous disais tout à l'heure. Laïque renvoie au clergé, à la construction cléricale, et donc une construction hiérarchique qui vise à distinguer le clergé du peuple, laïque avec un C, tandis que le laïc QE est une d'essence profondément égalitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les hommes étant égaux, ils ont droit de croire, de ne pas croire, de croire dans le dogme, bref, voilà, fondamentalement, c'est pas du tout la même démarche spirituelle. Spirituelle. Voilà, ce n'est pas la même démarche spirituelle. Voilà, c'est aussi simple que ça parce que on va quand même pas limiter le mot spirituel à croyance. Bien sûr. D'accord. Donc effectivement, si je peux me dire, le passer comme ça, la laïcité, c'est la construction de ses propres croyances. Ce n'est pas l'adoption d'une croyance qu'on vous impose.
Donc effectivement, voilà, c'est vraiment la différence fondamentale. Même si pour moi, le mot spirituel renvoie au travail de l'esprit. Et donc effectivement, il peut être à la fois soit dans un clergé, hein, on travaille les textes religieux dans le cadre d'une interprétation et dans le cadre d'une remise à jour de cette interprétation pour expliquer le monde tel qu'il nous vient, hein, puisque les clergés religieux vous expliquent que ces écrits sont éternels et que fondamentalement ils expliquent et qu'il faut simplement réinterpréter ces écrits puisque Dieu ne peut pas se tromper, hein, qu'il soit juif, catholique ou musulman d'ailleurs. Donc effectivement, voilà, c'est très important de distinguer cette affaire de laïc QUE et de laïc avec un C. Donc la troisième République, avec Jules Ferry, hein, qui n'a pas toujours été un tendre, puisqu'il a fait la répression de la Commune, je vous le rappelle, et donc, grosso modo, instaure l'école publique. Parce qu'il y a deux courants chez les républicains. Vous avez les républicains dits libéraux, qui acceptent le capitalisme à l'époque, hein, on est au 19e siècle, hein, attention. Et vous avez les républicains, la République sociale, c'est grosso modo la révolte de la commune, pour faire court. Donc effectivement, des républicains peuvent s'en plafonner entre eux. Hein. Même si le côté de la commune a une véritable essence historique, puisqu'effectivement la commune refusait de faire la paix avec les Prussiens, hein, puisqu'à l'époque ce n'était pas encore l'Allemagne, et effectivement, alors que les républicains avaient négocié en lâchant l'Alsace et la Lorraine de l'époque pour obtenir la paix. Bon. Donc arrive la Troisième République, donc avec l'apparition de l'école publique laïque. Voilà. Je rappelle qu'avant, l'école publique était principalement dominée par des clergés religieux, les jésuites en particulier, hein, soyons clairs, c'était l'école catholique. Et effectivement, cette école catholique va être contestée par les hussards noirs de la République et l'instauration de l'école publique laïque. Cette instauration de l'école publique laïque ne concerne d'ailleurs que l'obtention du certificat d'études. Les études supérieures à l'époque ne sont pas encore concernées par cette notion d'école publique laïque. D'ailleurs, la sélection des élites est encore très forte puisque seuls 2%, à l'époque, hein, seuls 2% des personnes scolarisées arrivent à faire le collège et le lycée. C'est très peu. Donc, fondamentalement, l'école publique laïque est une attaque directe contre l'emprise cléricale de l'époque, puisqu'effectivement, on présente le hussard noir et le curé en train de se mettre des gifles réciproques, mais c'est aussi une réalité, même si l'ambiance n'était pas aussi, comment dire, clivée. Enfin, je veux dire, cette image un peu d'Épinal avec un peu Don Camillo et Pépone. Donc, bon, c'est bien pour les films, mais c'est pas toujours la réalité. Des fois, il y avait des collusions, des fois, il y avait une bonne entente. Bref, les situations réelles étaient moins caricaturales que des fois ce qu'on en entend. Par exemple, le parcours de Louise Michel chez les Canaques le prouve. Hein, voilà une laïcarde assumée, qui finit instit et qui, à un moment donné, se pose des dizaines de questions vers la fin de sa vie. Donc on est en 1870, création de l'école publique. Bon, bref, je ne vous redonne pas les dates. Arrive la loi de 1905. Alors, la loi de 1905, il faut l'interpréter dans le cadre politique de l'époque. Le cadre politique de l'époque, c'est un fort ressentiment du point de vue, en particulier des radicaux de l'époque, hein, les républicains dits radicaux qu'il ne faut pas confondre avec le mouvement communiste et voire le mouvement socialiste, c'est encore une perspective complètement différente. Là, il y a une sorte de collusion entre les communistes qui sont athées à l'époque, hein, je le rappelle, donc les curés, faut pas leur en parler, les anticléricaux
qui sont chez les radicaux, hein, donc qui, grosso modo, ne veulent pas entendre parler des clergés, et les socialistes qui, en particulier avec Jaurès, sont d'un avis plus divergent. Grosso modo, en fait, pour eux, c'est pas forcément utile de faire de l'anticléricalisme à tout va, mais bon, fondamentalement, c'est pas plus mal non plus de laisser la liberté de conscience au peuple. Voilà. Donc, vous avez en 1900, à partir de 1900, une lutte sauvage, mais vraiment sauvage, qui s'engage, à la suite de l'affaire Dreyfus d'ailleurs, hein, qui s'engage en France entre les tenants d'une république déconfessionnalisée. Par exemple, un anticlérical fini s'appelle Combes. Combes est une des personnes qui veut la peau des curés, hein, clairement. Et donc effectivement, une vision moins radicale de la déconfessionnalisation, qu'on appelait à l'époque la déchristianisation, qui est d'ailleurs fini par remporter qui finit d'ailleurs par remporter la bataille, si on peut dire comme ça, puisque cette loi qui se voulait une loi de déconfessionnalisation restera limitée à la séparation des églises et de l'État. Donc, de fait, Aristide Briand va arriver à négocier avec les catholiques et à en quelque sorte, limiter les exigences des anticléricaux qui voulaient déconfessionnaliser le pays. Donc, ce qu'il y a d'important dans cette affaire, c'est dans cette séparation des églises et de l'État, un gros conflit arrive sur les biens de l'Église et sur la liberté d'association vis-à-vis du pape. Alors attendez, je vais regarder mon truc là parce que je me souviens plus de quel pape c'était. Bon bref, je m'en fous. Donc voilà, bon, du pape de l'époque. Donc effectivement, il y a la mise en place d'associations cultuelles qui existent encore aujourd'hui. Donc effectivement, les biens de l'Église sont dépouillés et sont donnés aux associations cultuelles qui doivent en faire un entretien, qui doivent s'en occuper en quelque sorte. Et cette loi de 1905 se conjuguera en 1907 avec la possibilité pour les communes et les collectivités locales de l'époque, hein, c'est-à-dire les départements pour ne pas dire, de pouvoir refinancer à un moment donné ou de pouvoir, pour le patrimoine public, puisqu'en fait la loi de 1905 fait qu'un certain nombre d'églises passent dans le patrimoine public, et bien de pouvoir entretenir ce patrimoine public. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, un certain nombre d'églises datant du Moyen-Âge, dans les communes désargentées, sont en train de s'effondrer parce qu'il n'y a plus de thunes. Voilà. C'est à cause de la loi. À cause, je ne sais pas, c'est surtout à cause des restrictions budgétaires, mais c'est du fait de la loi de 1905. Voilà. C'est-à-dire que la loi de 1905 indique que ce sont les communes, l'État et les collectivités locales qui doivent s'occuper de cette affaire. Et les bâtiments qui ont été construits après la loi de 1905, eh bien, à un moment donné, ne sont pas du ressort du patrimoine public. Notre-Dame est du ressort du patrimoine public, par exemple. Voilà. Donc effectivement, il y a une guerre assez sauvage entre le pape, le Saint-Siège, qui peut être considéré comme un État étranger à l'époque, et puisque c'est un État, hein, d'ailleurs il sera reconnu par Mussolini, hein, avec la suite des accords de Latran. Eh bien, donc effectivement, le Saint-Siège n'est pas d'accord, et un compromis à la suite de batailles multiples sera trouvé en 1921, puisqu'en fait les associations cultuelles resteront sous l'autorité du diocèse, alors qu'à la base, les associations cultuelles ne devaient pas être sous l'autorité du diocèse. En fait, ce qu'a combattu la religion catholique, c'est à la fois la suppression de ces biens, mais aussi la remise en cause de l'organisation hiérarchique
qui permet à un moment donné de relayer du Saint-Siège aux communes françaises les messages du pape, donc du représentant de Dieu sur terre. C'est une différence fondamentale, par exemple, avec la religion musulmane, où les imams sont élus démocratiquement et la structure hiérarchique, elle n'existe pas vraiment, c'est un vrai bordel. Et je vous explique ça parce que, comme on va passer dans les années 80 assez rapidement, vous allez comprendre pourquoi un certain nombre d'hommes politiques se sont retrouvés bien emmerdés à tenter de vouloir gérer l'islam en France. Allons-y, avançons, oui. Avançons. Donc effectivement, loi de 1905, la création de l'école publique. Non, Donc mais déjà, vas-y, tu peux passer à la 80 oui, si tu oui, veux. oui, oui, oui. Donc effectivement, déjà à l'époque, guerre des manuels, école publique, école privée. Donc effectivement, mise à l'index de certains manuels de l'école publique, en particulier entre 1907 et 1914 par l'Église catholique. Donc effectivement, un certain nombre de conflits concernant en particulier la scolarité existent. Bon, je vous passe rapidement les lois Savary, d'un renouveau du conflit. Je vous passe rapidement les lois de 1959 sur dite loi Debré, etc. On s'en fout. En plus, ça ne concerne pas simplement la laïcité, mais concerne plus l'école. Bon, 1989, affaire de Creil. Donc effectivement, 1989, affaire de Creil, vous vous souvenez de ces 3 jeunes filles voilées qui voulaient garder le voile dans l'école. Et là, apparition d'un nouveau cléricalisme, pour être tout à fait clair, le cléricalisme musulman, qui, grosso modo, à son tour, à la suite de la révolution iranienne de 1979, qui a été quand même le déclencheur de l'idéologie politique islamiste, on va se le dire, eh bien, même s'il est chiite, il a été un élément déclencheur, eh bien, fondamentalement, nous avons là l'affaire de Creil qui arrive et l'exigence de la part de minorités, très clairement, du maintien du port des signes religieux à l'école et de la remise en cause du principe de neutralité dans les écoles qui, fondamentalement, était l'usage à cette époque-là. Donc le Conseil d'État, dans son grand courage, refuse de trancher et renvoie, dit une chose tout à fait inquiétante, et d'ailleurs qui est encore une des raisons pour lesquelles nous avons pas mal de difficultés à distinguer par exemple laïque QUE et laïque avec un C, c'est qu'effectivement, il dit, le port du signe religieux n'est pas incompatible avec la laïcité. Par contre, il ressort du règlement intérieur des écoles d'accepter ou non ces signes. Donc, à partir de 1989, une sorte d'interprétation est laissée aux principaux des collèges et au règlement intérieur des collèges, des lycées, voire des écoles primaires, pour dire « Ah ben ça, c'est laïque, et ça ne l'est pas, bref, c'est autorisé ou pas ». Donc ça, c'est un des premiers éléments donc, où apparaît un renouveau de cette question sur le port des signes religieux dans l'école. Sachant qu'il existe toujours, quand même, y compris en 1989, l'école catholique et leurs manifestations contre les lois Savary le montrent toujours. Il y a toujours une école confessionnelle en France qui se baptise elle-même école libre. Donc effectivement, à un moment donné, alors, pas confessionnelle, mais d'origine confessionnelle. Voilà. Mais qui se baptise école libre parce qu'effectivement, elle est sous contrat et qu'elle doit respecter les principes de l'éducation nationale. Bon, en contrepartie, elle reçoit beaucoup de nos impôts. Donc aujourd'hui, donc en fait, l'affaire de Creil est suivie en particulier par la reconnaissance de la Confédération du culte musulman par Charles Pasqua. C'est-à-dire qu'en fait, le CFCM sera reconnu par... ah non, c'est pas le CFCM, ça c'est Sarkozy. Sarkozy, oui. Oui, c'est le... Comment, bon, bref, c'est un autre mot. Donc effectivement...
attendez, oui, CRMF, voilà. Donc effectivement, donc c'est le Conseil représentatif des musulmans de France qui sera institué par Charles Pasqua en 95, hein, donc voilà, qui à un moment donné tente de reconnaître l'apparition de ce culte et son officialisation dans le cadre de la République française. Donc, Dominique de Villepin signera quelques années plus tard, à la suite de Sarkozy, un accord avec plusieurs fédérations musulmanes pour la construction de mosquées et d'éléments du culte religieux dès 2005. Donc, en fait, cet accord respecte bien évidemment la loi de 1905, puisque Dominique de Villepin ouvre au financement privé, mais interdit les financements publics, ce qui posera par la suite quelques problèmes du point de vue des financeurs, en particulier si ces financeurs viennent de pays très riches où l'intégrisme musulman est important. Donc, la loi de 2004. Nous avons donc un contexte, l'apparition de la religion musulmane, la reconnaissance par les autorités publiques de l'existence de ce culte musulman, et un groupe de travail se penche, parce qu'effectivement le Conseil d'État et l'avis du Conseil d'État de 1989 ne tranche rien, hein, fondamentalement, et se dit ce serait peut-être bien de mettre en place une loi nationale pour éviter que les décisions soient portées par les principaux des collèges, qui peuvent aussi subir des pressions locales concernant le port des signes religieux. Voilà. Donc effectivement, la loi de 2004 est alors instaurée. Cette loi de 2004, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle interdit les ports de signes ostensibles. Alors évidemment, là encore, il faut définir le mot ostensible. Mais fondamentalement, c'est un pas supplémentaire pour favoriser la neutralité à l'école, puisque cette loi de 2004 porte un régime juridique qui permet d'éviter dans les écoles publiques laïques le port de signes religieux ostensibles. C'est sur ce fondement que, par exemple, Attal a interdit l'abaya il y a à peu près 2 ans. Donc, fondamentalement, cela veut dire que, d'une part, l'école publique laïque subit une pression, très clairement, de la part de mouvements religieux qui veulent remettre en cause le principe de neutralité, et en particulier des mouvements religieux musulmans. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, elle vise à encadrer une législation floue, sachant qu'effectivement, là encore, on a un autre problème, c'est que il faut aussi faire la distinction entre le foulard et un signe manifestement religieux. Bon. Donc cette loi de 2004, permet d'avoir les fondements juridiques qui permettent aux principaux des collèges de juger ou pas de la neutralité à l'école. Et cette loi de 2004, à un moment donné, est combattue toujours encore par un certain nombre de mouvements cléricaux qui visent à remettre en cause l'existence même de la neutralité à l'école pour qu'apparaissent leurs revendications vestimentaires, mais pas seulement religieuses. Donc voilà l'origine de la loi de 2004 et des débats actuels. Alors aujourd'hui, pour finir, et j'ai fini dans 3 minutes, vous avez de nombreux débats, en particulier qui s'intéressent à l'espace public concernant la laïcité, l'interdiction des burkinis, qui a été portée par un certain nombre de mairies, en toute illégalité selon le Conseil d'État d'ailleurs, la mise en place, la revendication d'aménagement scolaire selon les calendriers religieux. Effectivement, c'est une véritable question et un véritable défi qui est porté à l'heure actuelle par un certain nombre de mouvements. Donc, vous avez aussi, du point de vue des chrétiens, les crèches dans les mairies, de la part d'un certain nombre
de mer, hein, qui, grosso modo, c'est pas parce qu'ils sont chrétiens ou qu'ils revendiquent à un moment donné la chrétienté qu'ils sont laïcs. Parce que, pour finir, la laïcité vise à instaurer, outre la liberté de conscience du point de vue individuel, la paix civile du point de vue religieux. Et donc, effectivement, le principe de neutralité permet de faire coexister des religions. Et c'est ce qui différencie fondamentalement la laïcité à la française, comme on dit aujourd'hui, et la laïcité à l'anglo-saxonne, qui n'est pas laïque d'ailleurs. Parce que, en fait, la neutralité vise à construire la liberté de conscience, tandis que chez les anglo-saxons, on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être prisonnier d'une communauté, on s'en fout, on partira du principe que tu es libre, sans vérifier l'existence de cette liberté. Donc en fait, c'est vraiment une vraie différence. Aujourd'hui, on dit sociétale, hein, bref, on va dire comme ça, mais c'est une vraie différence entre la laïcité comme ambition d'un progrès républicain pour extraire et permettre à l'individu de faire le libre choix de ses croyances, mais y compris dans la construction de ses croyances, c'est-à-dire une liberté spirituelle, tandis que du point de vue anglo-saxon, on s'en fout et l'État n'a pas à intervenir dans ses affaires. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Michel. Bon, Eberhard piaffe d'impatience, comme souvent, comme son cheval. Ah bon, d'accord. Allez. Allô, allô. Eberhard, enlève ton bonnet. Il nous entend plus. Allô. Bonjour. Jaune ou rouge? Non, mais il était vert, son bonnet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de... Normalement, c'est jaune. Hein. Eberhard. Ah ben, il n'est plus là. Bah si, non, il est toujours là. Il est... Il doit être en train de manger, ça se trouve. Ouais, peut-être qu'il est en train de faire une pause. Il est sorti faire quelque chose. Voilà. Bah non, c'est bizarre. Bah, en plus, on l'entendait tout à l'heure. Il a levé la main il y a 10 minutes à peu près. Je ne vous entends pas. Ah bah d'accord. Ah. Eh ben, sors et re-rentre à ce moment-là, Eberhard. Voilà. Bon, bah, on va l'attendre. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'il a levé la main, alors, tout à l'heure. Ah, vous ouais. n'entendez pas. Alors, vous inquiétez pas, j'ai un texte. Hein, donc, effectivement, et je vous ai donné quelques références là-dessus si vous voulez aller piocher. Je vous enverrai ce texte. Et puis, voilà. Ouais, tu me l'enverras, je le mettrai sur le site. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez un petit... Moi, il faut que je révise, voir si j'ai pas trop de fautes d'orthographe dedans. Je déteste les fautes d'orthographe. Donc voilà. Mais après, voilà. C'est... je pense qu'en plus, c'est un débat qu'on complique volontiers, alors qu'en fait, il peut apparaître extrêmement simple si on fait dès le départ la distinction entre laïque avec un C et un laïque avec QE. Ça, alors là, dès que vous avez cette frontière, là, il n'y a plus de... Vous voyez à peu près les enjeux, en fait. Ah. Est-ce que tu nous entends, Eberhard? Mets ton micro. Vous m'entendez cette fois-ci? On l'entend. Oui, il a enlevé... Ben, c'est ton bonnet qui posait problème, Eberhard. Voilà. Non, certainement pas, vous m'avez entendu tout à l'heure. Voilà, alors j'ai une question. Comment c'est ton prénom? Michel. Michel, oui, parce qu'il y a marqué réseau laïque. Oui. Voilà, j'aurais une question comme ça. Mais tu réponds pas tout de suite, tu réfléchiras après. Je te pose la question là, à titre personnel. Est-ce que tu crois en Dieu? Mais maintenant, parce qu'à un moment donné, tu disais. Alors moi, je suis catholique pratiquant, mais un style très particulier qui adore botter le cul aux archevêques et autres prêtres, pas très. Un protestant. Oui, mais non, parce qu'en fait, je me définis vraiment comme catholique, tu vois. Mais oui, je comprends. Mais plus catholique que le clergé. Voilà. Oui, bah oui. Certains, du moins. Pas tous. Il y en a qui sont vraiment des vrais chrétiens, en fait. Bon, voilà. Juste un point, parce que tu laissais sous-entendre qu'en 1905, avant 1905 ou sur 1905, la liberté de conscience n'existe pas, mais
cette liberté de conscience a déjà été très développée, à la fois par saint Augustin, donc on est au 5e siècle, hein, et aussi ensuite, beaucoup plus développé encore, par saint Thomas d'Aquin. Donc voilà, c'est juste pour dire que si toi, tu peux parler de laïcisme aujourd'hui, c'est grâce au christianisme. Non. Parce que c'est absolument vrai, parce que, oui, tu peux dire non, mais c'est absolument vrai. D'ailleurs, même, il y en a un qui se dit athée, c'est Michel Onfray, hein, Oui, qui est oui. Michel, donc homonyme comme Oui. toi, et qui lui-même dit, en quelque sorte, dit en lui-même, en quelque sorte, sans le christianisme, nous n'aurions pas pu faire de la philosophie. Donc, ça veut dire d'être libre complètement de notre pensée. Parce que quand on est engoncé dans un système qui soit musulman, hindou, chinois ou autre, bah, cette liberté individuelle, elle n'est pas développée comme elle est grâce au christianisme. Donc, tu as, je sais bien, on a des tendances à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. On a tendance à vouloir jeter, laisse-moi terminer, on a tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est pas très pratique pour justement se rendre libre. Parce que pour être libre, il faut vraiment discerner les choses. Ensuite, voilà. Alors tu parles de permettre la construction de ses propres croyances. Mais si on est dans la construction de ses propres croyances, on est intrinsèquement dans une sorte de tendance individualiste. Hein. Et donc on arrive, on n'a plus de lien. Parce que religion, ça veut dire aussi lien, en fait. Hein. Je sais bien que toi, tu essayes de discerner clérical, religion, mais l'un sans l'autre, ça marche très très mal. Hein. C'est pas fonctionnel. Et comme on n'a plus de lien, entre autres religieux, et ben, puis y avoir non plus de culture. Parce que la culture est intrinsèquement liée aussi à la religion. Ou alors, on se contente de la culture capitaliste, c'est-à-dire consumériste. Voilà pour ça. Et voilà, c'était tout. Laïque, pour moi, c'est avec QE, pour moi, c'est juste adjectif. Et un laïque, c'est avec un C. Mais bon, c'est secondaire comme point de vue. Bon, maintenant que vous m'avez assez vu, déjà, c'est rare qu'on te voit. Voilà, non, mais... hop, voilà, c'est fini. Alors, est-ce que je peux répondre à ces interrogations? Non, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait un tour de table, et puis après, tu auras la parole et tu répondras en bloc. Okay. On fait comme ça d'habitude. Hein. Oui, non, mais ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Pas de problème. Claude ou Franck? Oui, bah moi je veux bien si vous voulez. Allez, vas-y Claude. Alors, bon, moi je suis un croyant, hein, je dis à Michel, mais je suis un croyant libre, je n'ai pas de religion. Voilà. Un spirituel libre. En fait, je crois à l'amour du prochain, à développer en soi. Quoi. Alors, je vois dans ton... Je te remercie d'ailleurs pour ton exposé, mais finalement, moi, ce qui m'apparaît, c'est que dans l'histoire, en fait, il y a un clergé qui est un clergé civil, c'est substitué à un clergé qui était un clergé religieux, quoi, je dirais d'une certaine manière. En fait, on a l'impression que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a toujours une élite qui se bat pour maîtriser la pensée de l'autre, véritablement. Il n'y a pas de réelle liberté de conscience. Il n'y a que, oui, une volonté d'imposer, disons, une certaine manière de voir les choses. Je suis en plein boulot là. Oui, on a une intervention lundi. Pardon. Je sais pas. Il est au téléphone. Oui, alors là, non, ça va pas être possible. Je suis pris demain. Voilà. Voilà, j'ai planifié pour lundi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bonne journée. À lundi. Au revoir. Excusez-moi, je suis franchement désolé, mais j'ai des appels pro, donc en même temps, des fois que je suis voilà. Donc, alors, donc, t'en étais à la croyance. Je suis désolé. Voilà, non, mais c'est moi. Le problème, c'est voilà. Mais oui, en fait, si tu veux, je veux dire, c'est que la libre concurrence, qui serait l'idéal, bien entendu, entre les différentes croyances et les différentes façons de concevoir l'humanité ou l'humain, elle n'existe jamais réellement. J'ai l'impression que la laïcité, dans le sens absolu, ce serait vraiment l'amour du prochain, au sens où tu vois chez l'autre un autre toi-même, quoi. D'une certaine manière, moi, c'est comme ça que je verrais les choses. Et donc, ça devrait s'installer dans le monde et non pas être
codifié par des lois qui, à partir du moment où il y a discrimination, il y a quand même des choix qui sont faits et qui orientent déjà d'une certaine manière la Je suis conscience, quoi. d'accord. Voilà. D'accord. Donc, je pense qu'il faudrait faire une distinction d'ailleurs entre laïcité et laïcisme. Eberhard a employé le mot de laïcisme. Je trouve que le laïcisme, c'est déjà une certaine religion de la laïcité, d'une certaine façon, hein. Et D'accord. là, faut faire gaffe à ça, parce qu'on est constamment en train de retomber dans les mêmes pièges Je de suis façon d'accord. récurrente, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Merci Claude, je crois que tu as fini. Franck? Oui, oui, oui. Alors, tu as ton micro coupé, Franck. Ah, voilà, c'est bon. Oui, 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 j'ai écouté. En fait, j'ai pas véritablement de réflexion. Je pense que euh, je ne sais pas en fait si ce discours était une mise en cause de la laïcité. Est-ce que c'était une mise en cause de la persistance de la pensée religieuse au sein d'une société laïque? Euh, Personnellement, je trouve qu'actuellement, c'est bien de refaire l'histoire, mais ce que je pense, c'est ce qui se passe actuellement. Actuellement, on est confronté à quelque chose qui est quand même relativement nouveau et relativement inquiétant, c'est-à-dire le retour du religieux d'une manière extrêmement agressive, euh, bien souvent appuyée par une certaine idéologie politique d'extrême gauche, LFI en particulier, qui est vraiment un parti que je rejette, mais de manière viscérale, de par je sais pas, ça me, bon, bref. Et donc, en fait, bon, évidemment, je parlais de l'islam, qui actuellement se livre non seulement à une tentative décomplexée d'attaque envers la laïcité, mais aussi à travers des choses comme l'agriculture. Enfin, là, vous n'avez pas parlé, par exemple, de la plupart des fast-foods qui se couchent complètement devant, finalement, le halal. C'est à hurler Pour le de cachère, des fois. scandale. Ouais, enfin, on n'entend Un pas peu beaucoup moins, un peu parler. moins. Actuellement, ce que font beaucoup de juifs, c'est leur préoccupation, c'est de se barrer de France parce que ça devient invivable, devant justement cette montée en puissance d'une idéologie islamique qui, pour moi, me semble totalement délétère. Malgré un discours en disant oui, mais l'islam, c'est pas l'islamisme et tout. Enfin, tout ça, bon, je n'y crois pas un seul instant. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas tellement d'autres réflexions particulières. Mais c'est vrai que, j'allais dire, on vivait une laïcité et une société relativement apaisée avant les premiers événements de 89 dont vous aviez parlé. De 1900, hein, on parle, effectivement de Creil, et il se trouve que c'est pas très loin de chez moi, et je m'en rappelle tout à fait. Euh, voilà, donc on est sur une sorte de paradoxe, quoi, à la fois il faut véritablement défendre la laïcité, mais d'un autre côté, avec une certaine complaisance politique, eh bien on laisse peu à peu cette société laïque se faire grignoter, phagocyter par une idéologie qui nous est totalement étrangère. Totalement étrangère. Moi, je reconnais l'aspect. Alors, être croyant ou ne pas être croyant, peu importe, l'importance du christianisme dans la constitution des sociétés occidentales, du judéo-christianisme aussi, même si on peut mettre le côté judéo entre parenthèses, ça ne me dérange absolument pas, mais la contribution de l'islam vis-à-vis de l'Occident, ça, je suis totalement perplexe, même devant les discours les plus lénifiants. Voilà. Alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu agressif, hein. Oui, un peu sec. Oui, tout à fait, exactement. Mais j'ai une famille qui a aussi souffert de cela, et Ah voilà. ouais. Donc, c'est pour ça. Merci. Moi Bien. enfin, dans ce que dit Michel, j'ai bien aimé aussi, j'avais suivi ça à une époque, c'est la manière dont l'État français a toujours voulu avoir en face de lui
par rapport à l'islam, des représentants. Or, l'islam, fondamentalement, l'islam premier, il n'y a pas de clergé. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça, pour ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct entre l'homme et Dieu. Ce qui, pour moi, est le fond même de la spiritualité, quoi, hein, entre l'homme et la vie avec un grand V, quoi. Et donc, en fait, l'État s'est toujours cherché des représentants. Il voulait à tout prix avoir un clergé. Alors, ça s'est petit à petit dégagé. Peut-être à cause de cette influence, il y a quelque chose qui est sorti. Enfin, c'est sorti de l'islamisme. Oui. L'islamisme, parce que les imams, tout ça, ça n'existe pas à l'origine, hein. Il n'y a pas de. Oui, après, voilà, le truc, c'est que j'aimerais toujours qu'on m'explique quelle est la spiritualité en islam, quoi. Je la trouve pas, nulle part. Il n'y a aucune spiritualité. On est face à une sorte de théocratie qui cherche à finalement imposer. En fait, Le sujet, l'islam. c'est la laïcité. Alors, Oui, l'islam, oui, on en oui, a oui. eu et on en aura d'autres, vous inquiétez pas. D'accord. Puis le temps s'écoule et puis j'aimerais bien pouvoir dire deux mots aussi. Et puis laisser le Ok. temps à Michel Oui, de, bah Oui, oui, moi, j'ai oui. peut-être été de un peu. répondre. Bon, il est Bon, moi, je vais pas avoir très longtemps parce que bon, moi, je suis un laïc convaincu, même si la semaine prochaine, on verra que j'ai aussi un regard critique là-dessus aujourd'hui, un peu dans la filiation de ce que vous venez de dire, messieurs. Euh, Moi, je dirais quand même un des gros, enfin, au-delà de l'histoire bon, que tu as retracé, c'est vrai qu'on était arrivé à une situation extrêmement paisible et en France, avant 1989, et effectivement, il y avait un rapport relativement apaisé dans la société entre les différents. C'était même plus un sujet, je dirais, quelque part. Chacun menait un petit peu sa vie de son côté. Bon, il pouvait y avoir quelques manifs sur l'école, des trucs comme ça, mais ça ne posait, à mon avis, pas de gros problèmes à personne et que tout le monde avait trouvé sa place, je dirais, dans la société. Or qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est plus du tout le cas. Il y a vraiment une résurgence du religieux islamique, du religieux également judaïque, il faut bien le dire, qui pour moi sont les deux qui vraiment se mettent en avant dans les dernières années. Hein. Et je pense que c'est intéressant également. Bon, tu as évoqué simplement, Michel, la laïcité, je dirais, du point de vue de l'État, bon, ce qui est le premier, hein, effectivement, hein, l'article 1er de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, sont sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public, donc de la paix civile, en définitive. Le fait effectivement qu'on ait effectivement dans l'espace, certes public, mais privé, des restaurants, etc., une exclusivité, là, c'est KFC, je crois, qui dit qu'il va faire plus que du halal maintenant. Mais il faut savoir d'ores et déjà que dans les abattoirs, on n'abat que halal hein, depuis des années et des années. Hein. Vous mangez halal sans savoir, en fait, hein, tout le monde. Hein. En réalité. De toute façon, ça fait une belle jambe. Ben oui, mais il y a eu une. C'est pas la prière qui change. Dans les abattoirs, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Oui, mais c'est l'affichage qui pose problème. Oui, mais bon. Il n'y a pas que KFC, il y a Quick, il y a tout ça. Et il y a Alors aussi après, le moi fait, j'ai entendu KFC. voilà, il y a aussi le fait que consommer ce genre de produit, quelque part, c'est financer les instances, entre guillemets, qui garantissent le côté halal. C'est ça qui est gênant. Je suis d'accord. En plus. Là-dessus, on est d'accord. C'est vrai. Voilà, bon, moi j'ai pas d'autres. Donc moi je m'exprimais beaucoup plus la semaine prochaine sur la laïcité et je dirais quelque part les difficultés qu'elle rencontre et je dirais ses limites. Michel, si tu veux Oui, répondre et alors, conclure. je vais répondre très très rapidement aux interpellations et aux questionnements. Alors, pour Monsieur Eberhard, donc saint Thomas d'Aquin et saint Augustin n'ont absolument pas parlé de laïcité, mais de libre arbitre. C'est pas la même chose. Donc effectivement, on ne peut pas comparer des écrits qui datent, j'ai pas les dates en tête, mais au milieu du XVe siècle de mémoire, pour dire grosso modo la laïcité. Non. À l'époque, la laïcité, c'était laïque avec un C. Voilà. Et ce n'était pas laïque, QUE. Et le libre arbitre n'est pas la construction de la liberté de conscience, ça n'a rien à voir.
Ensuite, effectivement, en ce qui concerne les mouvements Même. catholiques, il y a existé, y compris dans les mouvements catholiques, des mouvements anticléricaux, en particulier les congrégations de pauvres, hein, qui ont été reconnus par le pape d'ailleurs. Je ne sais plus laquelle, tu dois mieux savoir que moi sur ces congrégations de pauvres et de mendiants, hein, qui, en quelque sorte, étaient une révolte contre les clergés qui, à l'époque, en particulier, pouvaient être fortement corrompus. C'est d'ailleurs une des essences de l'émergence de la religion protestante, hein, la corruption de l'Église. Ensuite, effectivement, en ce qui concerne le troisième point, en quelque sorte, la religion, religiere, qui relie les hommes, les guerres de religion montrent aussi le contraire. Hein, elle peut aussi les délier, hein, en fonction des croyances et en fonction de ce qu'on en fait. Je pense que c'est très important. Et en ce qui concerne justement la question de la laïcité avec un QUE, effectivement, nous étions arrivés à une sorte de compromis de paix civile, puisque c'était l'objet de cette loi. Bon, alors, dire que la situation était résolue avant l'apparition de Creil, c'est oublier les lois Savary et ce qui s'était passé, mais quelque part, c'était plus un conflit religieux, c'était un conflit de l'éducation nationale, et en quelque sorte, d'une certaine liberté, mais quand on se rend compte et quand on creuse un peu, alors certes, il y avait la question de l'élite, hein, qui était posée, puisqu'effectivement, on sait très bien que les écoles privées, c'est d'abord les CSP+, qui y sont, hein, les catégories socio-professionnelles supérieures qui y sont, et en quelque sorte, qui, effectivement, ne mélangent pas leurs petits avec les petits de l'école publique laïque, même s'il existe, y compris des ouvriers, qui mettent leurs enfants dans les écoles privées en se saignant aux quatre veines pour qu'ils puissent avoir une chance d'obtenir un meilleur enseignement. Il y a même des musulmans qui mettent leurs enfants dans les écoles catholiques afin d'obtenir un meilleur enseignement. Donc, la question que ça pose derrière ça, est-ce que c'est effectivement la qualité de l'instruction publique sur laquelle, oui, il y aurait des débats à avoir. Bon, bref, ça c'est quelque chose, mais non, il n'y a pas de mélange à faire entre la liberté, le libre arbitre et la liberté de conscience, et il n'y a pas de mélange à faire entre le clergé et la religion. C'est deux choses, complètement différentes, même s'il existe d'ailleurs des clergés qui peuvent être tout à fait charmants et tout à fait bien implantés dans leur pays. Moi, j'ai rien je veux dire, le mouvement comme le Sillon m'apparaissait un beau mouvement social, et le catholicisme social a aussi porté des fruits. Donc effectivement, je ne suis pas là à rejeter systématiquement les œuvres que peuvent faire les religions, les œuvres sociales que peuvent faire les religions, mais moi, pour moi, à un moment donné, la charité a des limites que n'a pas la garantie collective, et en particulier, par exemple, quand je reprends toujours le même exemple, la sécurité sociale, qui est une véritable œuvre laïque, hein, malgré le fait qu'on l'ait oubliée, universaliste, indépendante des religions, et que plus personne ne remet en cause, puisque effectivement, elle a permis un véritable progrès social dans le cadre de la santé publique, et ça, aucune religion n'aurait pu le permettre. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il y a un vrai débat à avoir, et ça ne veut pas dire qu'il faut pendre aux pierreries et refaire des guerres de religion. Justement, faut les éviter. Voilà, ça c'est une chose. Moi, je prône pas l'amour du prochain, mais l'humanisme. Voilà, l'humanisme des droits de l'homme et du citoyen. Voilà ce que je prône, et voilà quelle est ma clé de lecture, en quelque sorte. Donc effectivement, vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, je ne crois pas en... Alors, moi, je vais être clair, je suis agnostique, pour une raison extrêmement simple, c'est que si on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver non plus qu'il n'existe pas. Donc, le fait est que nous sommes dans un doute, et fondamentalement, même si ça ne me préoccupe pas tous les soirs, bon, le jour où je passerai l'arme à gauche, je verrai bien si j'avais raison ou tort, mais en tout état de cause, on pourra vérifier à ce moment-là. Mais je serai pas là pour revenir vous le dire. Donc, voilà. Donc, là-dessus, voilà, justement, la position d'être agnostique évite, par exemple, l'athéisme militant qui vise à détruire les églises et à pendre au pilori tous les croyants au nom d'un scientisme, d'ailleurs,
qui parfois n'a aucune raison d'être. Donc moi, je Tout à pense fait. que la tolérance est la base de l'amour. Voilà, pour moi, l'amour la fraternité, hein, en quelque sorte, qui est pour moi une garantie collective, elle provient d'abord de la tolérance, hein, donc voilà, et effectivement, mais de la tolérance bien pensée, c'est-à-dire que pas de la licence. Ah, La tolérance n'est pas la licence. ah. Donc, je crois et là, aujourd'hui, on fait la confusion entre les deux mots. Et là, il y a un vrai. Là, il va falloir. Voilà. Tolérer n'est pas être licencieux. Voilà. Ça, c'est autre chose, mais après, effectivement, faudrait en débattre. Pour On finir n'aura sur pas le temps. Ah, mais l'islamisme, ça sort de notre cadre, je dirais. voilà. On est Mais plus dans le politique là, et d'ailleurs, je parle du traité sur la tolérance dans mon dernier livre, qui est à la base du capitalisme, justement, de Voltaire, hein, donc ça remonte très très loin. Hein. donc, Hmm. Ça alors, remonte très très loin. en ce qui concerne l'islamisme, bon, alors, et la LFI, bon, ce qui est un sujet que je connais bien, puisque j'étais de la LFI et qu'on s'est barré à la suite de l'arrivée de ce qu'on appelle dans les milieux d'extrême droite le wokisme, qui n'est pas en fait du wokisme, mais de l'indigénisme. C'est comment dire, c'est un mélange d'idéologie décoloniale, et du décolonialisme religieux. Donc effectivement, ça a des origines. Si vous voulez vous renseigner plus avant sur ce décolonialisme islamophile, en quelque sorte, je vous renvoie à Boutelja, qui, grosso modo, fait partie du Parti des Indigènes de la République et qui a foutu une merde. Non. Comment dire, disons qu'ils sont rentrés à la LFI, parce qu'à la base, la LFI est un parti patriote de gauche et qui vise à restaurer l'unité nationale au travers de l'unité sociale. Et à partir de 2019, tout s'est barré en couille, puisqu'effectivement sont apparus les mouvements qu'on appellera séparatistes aujourd'hui, basés sur la reconquête de la part de banlieusards français d'origine ethnique qu'ils se veulent différents au nom d'une histoire qu'ils n'ont pas. Bon, parce que quand on leur rappelle que profondément, y compris dans leur manière de protester, ils restent profondément français, ça, ils aiment pas trop. Mais fondamentalement, le wokisme est un mot fourre-tout. Ce qui est important, si vous voulez vous renseigner sur l'essence de ces mouvements, hein, des coloniaux islamophiles, voilà, c'est Boutelja qu'il faut suivre un peu, et je peux vous envoyer des références. Alors effectivement, certains disent qu'ils retournent le stigmate. Moi, je dis que ce sont des mouvements racistes, des mouvements d'extrême droite non blanche, et que, grosso modo, c'est quand même assez culotté de vouloir, à un moment donné, dire vous n'avez pas le droit d'être raciste et de pratiquer du racisme soi-même à haute dose. Voilà, pour être tout à fait clair. Donc, alors, y a-t-il une véritable menace islamiste en France? Ça, c'est une vraie question. On s'écarte Fini. là-dessus. Je finis. Ouais. Voilà. Mais non, mais Et puis on est à 1h03, donc voilà. J'ai fini. restons sur la laïcité. Comme je dirais. Si tu veux Restons revenir voilà, discuter restons de sur ça, la laïcité. Franck, Voilà. Michel, il n'y aura pas de problème. Restons sur la laïcité. Aujourd'hui, effectivement, en ce qui concerne le halal, par exemple, moi, je parle d'égorgement des animaux. Je ne parle pas de halal. Est-ce qu'on égorge les animaux ou pas? Alors, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été avancé. Non, les abattoirs ne sont pas tous halal. Ce n'est pas vrai. Beaucoup d'abattoirs continuent à faire de l'abattage normal, sans égorgement des animaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparition de l'égorgement des animaux en France est apparue à cause de la République islamique dès 1980, qui a exigé pour importer de la viande occidentale à l'époque qu'il soit abattu rituellement, c'est-à-dire égorgé. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est que Pasqua a profité de cet élément rituel pour accorder aux imams le même droit que les rabbins, c'est-à-dire de toucher une taxe sur les animaux égorgés, hein, on va les appeler un chat, et sur les animaux égorgés à chaque fois dans les abattoirs.
Donc effectivement, ça c'est un détournement des lois laïques, hein, puisqu'effectivement c'est en quelque sorte de dire bon bah écoutez, on va financer le culte sans le dire. C'est voilà. Donc aujourd'hui effectivement il y a des animaux abattus, égorgés en France qui à un moment donné font l'objet de rituels qui sont taxés, ce qui permet comment dire au clergé, musulmans ou juifs d'ailleurs, hein, puisque le droit pour les imams de ritualiser, il vient du droit pour les juifs de ritualiser, et ce droit pour les juifs s'était accordé dès 1962. Donc tout ça c'est vieux. Voilà, c'est pas neuf. Pasqua n'a fait que suivre une ligne directrice qui avait été mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est Pasqua qui a mis en place ce type de mesures. Donc voilà, pour finir sur la laïcité et la gauche, puisqu'en fait c'est ça qui est important dans la remarque de Franck, quand il dit que la LFI aujourd'hui, on a un vrai problème. Oui, on a un vrai problème avec la LFI, puisqu'effectivement, normalement, elle devait défendre la République, et la gauche, normalement, défend la République, elle ne la défend plus. Ne plus défendre la République, ce n'est plus défendre la nation. Donc effectivement, à un moment donné, bon, on a un vrai souci avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de souci avec d'autres mouvements. Et ça ne veut pas dire que des mouvements qui se disent nationaux le sont réellement. Par exemple, et je finirai là-dessus, j'aimerais bien qu'on réfléchisse, par exemple aussi, au volet européiste de l'extrême droite, y compris du Rassemblement national, qui a quand même un peu oublié, outre une sorte de laïcisme, hein, puisque Marine Le Pen fait du laïcisme quand elle dit, grosso modo, ah bah écoutez, on va interdire le port des signes religieux musulmans dans l'espace public. Elle fait donc du laïcisme, premier point, mais en plus, elle fait de la discrimination. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que de renvoyer dos à dos toutes les religions, elle dit les voiles des mamans musulmanes doivent être retirés. Donc ça, c'est du laïcisme. Et moi, je suis hostile au laïcisme. Voilà. On continuera notre discussion plus tard. Merci. Hein. On la continue la semaine prochaine. Voilà. Sur Allez, justement, je dois vous quitter moi aussi. À Allez, bientôt merci. et merci pour tout. Bonne journée.